Alors bonjour chers étudiants, donc on va voir ensemble dans ces vidéos donc le corrigé des travaux dirigés de la filière SMC4, module hydrocarbures et fonctions monovalentes. Alors, on va commencer par les travaux dirigés de la série 1. Le premier exercice. Alors on donne un ensemble d'espèces chimiques et on demande de préciser le caractère électrophile ou bien nucléophile de ces molécules. Alors tout d'abord, c'est quoi un électrophile? Alors un électrophile est une espèce chimique qui est pauvre en électrons. Il est capable de recevoir un doublet d'électrons, c'est-à-dire il possède une case quantique vide. Alors, cet électrophile peut être neutre, par exemple AlCl3, Bf3, FeCl3, etc. Ou bien il peut être chargé positivement, par exemple H+, NO2+, Br+. On représente généralement un électrophile par E+. Mais attention, il y a des espèces qui sont chargées positivement et ne sont pas des électrophiles. Exemple, NH4+. Donc NH4+, c'est une espèce chimique qui est chargée donc positivement et ce n'est pas un électrophile. Très bien. Alors maintenant, c'est quoi un nucléophile? Alors c'est le contraire d'électrophile. Donc le nucléophile, c'est une espèce chimique qui est riche en électrons. Donc il est capable de fournir ou bien de donner un doublet d'électrons. Donc il possède par exemple un doublet libre. Il peut être neutre. Par exemple, H2O, ROH, NH3, RNH2, ou bien il peut être chargé négativement, par exemple OH-, RO-, Br-, Cl-, etc. On représente un nucléophile par Nu-. Mais attention, là aussi, il y a des espèces qui sont chargées négativement et ne sont pas des nucléophiles. Par exemple, Bf4-, AlH4-. Ok. Alors maintenant, on va faire un tableau. Dans la colonne à gauche, on va mettre les électrophiles et dans la colonne à droite, on va mettre les nucléophiles. Alors on va commencer par H+. Alors H+, c'est une espèce qui est pauvre en électrons, il possède une case quantique vide, donc c'est un électrophile. C2H5OH. Alors C2H5OH, c'est une espèce chimique qui est neutre. Et grâce au doublet de l'oxygène, cette espèce chimique, c'est un nucléophile. AlCl3. AlCl3, c'est une espèce chimique qui est neutre, mais l'aluminium possède une case quantique vide, donc c'est un électrophile. Alors, NO2+, c'est une espèce qui est pauvre en électrons, donc c'est un électrophile. Br-, c'est une espèce chimique riche en électrons, grâce au doublet de brome. Et NH3, c'est une espèce chimique qui possède donc un doublet libre grâce au doublet libre de l'azote, donc c'est un nucléophile. Très bien. Deuxième exercice, on donne un ensemble de réactions en chimie organique et on demande de préciser uniquement le type de réaction, c'est-à-dire sans rentrer dans le détail, sans faire de mécanisme, juste indiquer est-ce qu'il s'agit d'une addition, d'une substitution, d'une élimination, etc. Alors on va prendre la première réaction. On traite C2H5I par NaOH, on obtient C2H5OH plus NaBr. Alors généralement, pour préciser ou bien pour savoir le type de réaction qu'on a, on doit procéder de la manière suivante. On doit comparer le produit obtenu avec le produit de départ. Alors en comparant le produit obtenu C2H5OH avec le produit de départ C2H5I, on remarque qu'on a remplacé I par OH.
Alors en fait, on a remplacé I- par OH-. Donc on dit qu'on a substitué I- par OH-, donc on a fait une réaction de substitution nucléophile. Donc une réaction de substitution nucléophile, c'est une réaction dans laquelle on remplace un nucléophile par un autre nucléophile. Donc on dit qu'on a fait une réaction de substitution et plus précisément nucléophile. Deuxième réaction, on part de CH3, CH, double liaison CH2 plus HCl, on obtient ce composé. Pareil, on va comparer le produit obtenu avec le produit de départ. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout d'abord que la double liaison a disparu. Donc on remarque que la double liaison a disparu, donc on a saturé la double liaison. Donc on a fixé H et Cl. Donc on a fixé H sur ce carbone et Cl sur ce carbone-là. Donc on dit qu'on a fait une addition. Donc lorsqu'on sature une double liaison ou bien une triple liaison, on dit qu'on a fait des réactions d'addition. Donc là, il s'agit d'une réaction d'addition de HCl sur la double liaison carbone-carbone. La troisième réaction, on part de ce produit-là, qu'on traite avec NaOH, on obtient ce produit plus NaBr plus H2O. Alors pareil, on va comparer le produit obtenu avec le produit de départ. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Br et H ont disparu. Donc Br sur ce carbone et H sur ce carbone. Donc on dit qu'on a fait une élimination. Donc on obtient une double liaison ici. Donc on a éliminé Br et H. Très bien. Donc le type de réaction, c'est une réaction d'élimination de HBr. La dernière réaction, on donne donc cette espèce chimique dans laquelle on a un carbocation ici, et là on obtient un carbocation là. Ce carbocation, c'est un carbocation secondaire, et là c'est un carbocation qui est tertiaire. Alors, que s'est-il passé? Donc toujours on compare le produit obtenu avec le produit de départ. On remarque qu'on a conservé, si vous voulez, le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, on retrouve toujours le même nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, donc la même chaîne carbonée avec ramification. Mais qu'est-ce qu'il y a de changement? Ce qui est de changement, c'est que là, la charge plus, elle est passée de ce carbone vers ce carbone-là. La charge plus, elle est passée d'un carbone secondaire vers un carbone tertiaire qui est plus stable. Donc là, il s'agit d'une réaction de réarrangement de carbocation. C'est une réaction de réarrangement de carbocation. Très bien. Alors on passe maintenant à l'exercice 3. Dans cet exercice, on dit que les cycloalcanes isomères A, B, C, D et E ont une masse molaire de 70 grammes par mol. Donc, je rappelle que les isomères, ce sont des composés qui ont la même formule brute. Alors là, on a une masse molaire, 70 grammes par mol. Par action de chlore en présence de la lumière, A donne un seul dérivé monochloré, B donne 2 dérivés monochlorés, C donne 3 dérivés monochlorés, D et E donnent chacun 4 dérivés monochlorés. Donnez les formules semi-développées de A, B, C, D et E, en justifiant bien sûr votre réponse, et déterminez les structures des dérivés monochlorés obtenus à partir de ces isomères. Alors, les cycloalcanes. Alors, les cycloalcanes, ce sont des composés qui sont cycliques. Alors, ils possèdent une formule brute générale, CnH2n, comme les alcènes. La seule différence, c'est que les alcènes, ce sont des hydrocarbures linéaires avec une double liaison, alors que les cycloalcanes, ce sont des hydrocarbures cycliques
Donc l'insaturation ici, c'est le cycle, alors que dans les alcènes, l'insaturation, c'est la double liaison. Très bien. Alors connaissant la masse molaire, qui est 70 grammes par mol, on peut déterminer la valeur de N dans cette formule brute. Allons-y. Alors il suffit de calculer la masse molaire de CnH2n. Cette masse molaire est égale à 12 fois N atomes de carbone plus 2N fois 1, la masse atomique de l'hydrogène. Au total, donc, on a 14N qui est égal à 110. De là, on tire que N égale à 5. Donc là, on trouve la formule brute des cycloalcanes isomères. Cette formule brute, c'est C5H10. OK. Alors maintenant, connaissant la formule brute, quelle est la méthode pour trouver tous les isomères possibles? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette formule brute? Cette formule brute, c'est 5H10. Si on calcule le degré de saturation, on va trouver 1. Et cette insaturation, c'est un cycle. Alors, pour ne rien oublier, on va procéder de la manière suivante. On va chercher toutes les formules possibles pour N égale à 5, c'est-à-dire un cycle à 5 carbones. Une fois terminé, on passe à un cycle à N-1, c'est-à-dire 4 carbones. Une fois terminé, on passe à 3 carbones. Et on va s'arrêter parce que le minimum de carbone qu'on peut former un cycle, c'est 3. Allons-y. Donc déterminons tout d'abord les formules semi-développées possibles pour les cycloalcanes de formule C5H10. Alors on va commencer par le cas d'un cycle à 5 carbones. Alors vous savez qu'avec 5 carbones, il y a une seule possibilité. Voilà. Donc là, on a CH2, 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 CH2. Donc on a 5 carbones, 10 hydrogènes. Donc c'est bien la formule brute. Donc il y a une seule possibilité dans le cas de 5 carbones. Alors on a terminé avec 5 carbones. Maintenant on va passer à 4 carbones. Alors dans le cas de cycle à 4 carbones, là aussi il y a une seule possibilité. Donc on fait un cycle avec 4 carbones et il nous reste un carbone. Donc là, on va le mettre ici. Donc ça, c'est le CH3. Alors là, c'est CH, CH2, CH2, CH2. Donc au total, on a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et 3, 1, ça fait 4, 6, 8 et 10. Donc on retrouve bien la formule brute, c'est 5H10. Alors le nom, c'est 1-méthylcyclobutane. On a terminé avec cycle à 4 carbones. Maintenant, on va passer à un cycle à 3 carbones. Alors, dans ce cas-là, on va trouver 3 possibilités. La première possibilité, donc un cycle à 3 carbones. Il nous reste 2 carbones, donc on va les mettre dans cette position-là. Carbone, carbone. Donc là, on a CH3 et la CH2, donc on a un éthyle. Donc c'est 1-éthylcyclopropane. Deuxième possibilité, toujours cycle à 3, mais là, on va mettre 2 carbones, donc 2 méthyl. Donc c'est 1,1-diméthylcyclopropane. Et troisième et dernière possibilité, toujours cycle à 3. Et là, on va mettre un méthyle. Et là, un deuxième méthyle. Et c'est le 1,2-diméthylcyclopropane. Donc au total, on a 1, 2, 3, 4, 5 structures possibles, 5 formules semi-développées possibles pour la formule brute C5H10. Très bien. Alors maintenant, lequel c'est A, lequel c'est B, lequel c'est C, lequel c'est D et lequel c'est E. Alors tout ce qu'on sait, c'est que on va faire donc la substitution radicalaire, donc réaction radicalaire de substitution sur ces cycloalcanes, et on va voir le nombre de composés qu'on peut obtenir monochlorés. Alors déterminons les formules semi-développées possibles pour les dérivés monochlorés. Alors on va prendre le cas du cyclobutane. Alors le cyclobutane, c'est un composé qui est symétrique. Ça veut dire que ces CH2 ils sont identiques avec ces CH2, ils sont identiques avec ce CH2, donc on ne peut pas différencier entre ces hydrogènes-là. Donc lorsqu'on va faire une substitution radicalaire, eh bien, le Cl point, donc il va substituer soit un hydrogène là, soit là, soit là, soit là, soit là. Donc c'est pareil, c'est symétrique. Donc ça conduit à un seul composé de substitution radicalaire. Donc on obtient un seul dérivé monochloré. Donc tous les hydrogènes du cycle
pentane, ils sont identiques. Ça veut dire que la chloration radicalaire conduit donc à un seul dérivé monochloré. Donc la structure de A, c'est le cyclopentane, puisque dans l'énoncé, on dit que le composé A conduit à un seul dérivé monochloré. Très bien. Alors maintenant, on passe le cas de 1-méthylcyclobutane. Alors voilà le 1-méthylcyclobutane, ou bien le méthylcyclobutane, c'est pareil. Alors là, est-ce que tous les hydrogènes sont identiques? Eh bien non, parce que là on a des CH2, là on a des CH2, là on a des CH2, là on a un CH, et là on a un CH3. Donc si on veut chercher les hydrogènes qui sont équivalents, alors on va dire que ce CH2 et ce CH2 ils sont équivalents puisqu'ils sont symétriques. Là on a un CH, là on a un CH3 et là on a un CH2. Donc on a au total un ensemble de 4 hydrogènes, 4 ensembles d'hydrogènes qui sont différents. Voilà le premier ensemble, le deuxième ensemble, le troisième ensemble et le quatrième ensemble. Très bien. Donc tous les hydrogènes du 1-méthylcyclobutane ne sont pas identiques. Donc il y a 4 types d'hydrogènes différents. Donc si vous voulez, donc, on va les numéroter. Bon, là on a le premier type, là on a le deuxième type, là on a le troisième type, et là on a le quatrième type. Alors là c'est pareil aussi. Là c'est pareil, c'est le troisième type. Très bien. Alors, on va supprimer. Alors, la chloration radicalaire du 1-méthylcyclobutane conduit donc à 4 dérivés monochlorés. Donc, on part du méthylcyclobutane. On a dit, donc voilà le premier type. Là, donc on va substituer ici un chlore. Ensuite, on va substituer ici un chlore. Ensuite, là. Et à la fin, on substitue un chlore là. Donc, on obtient 4 dérivés monochlorés. Donc, le 1-méthylcyclobutane peut être soit le composé D ou bien le composé E, parce que dans l'énoncé, on dit que le composé D ou bien E conduit à 4 dérivés monochlorés. Très bien. Alors, passons maintenant au cas de 1-éthylcyclopropane. Alors, le 1-éthylcyclopropane, lorsqu'on va faire une substitution radicalaire, est-ce que tous les hydrogènes là, ils sont identiques? Eh bien non, parce que là, on a un CH3, là, on a un CH2, là, on a un CH, et là, on a un CH2 qui est équivalent avec ce CH2 là. Donc, au total, si vous voulez, on a 1, 2, 3 et 4 types d'hydrogènes qui sont différents. Très bien. Donc, tous les hydrogènes du 1-éthylcyclopropane ne sont pas identiques. Donc, il y a 4 types d'hydrogènes différents, donc 1, 2, 3 et 4. La chloration radicalaire de 1-éthylcyclopropane va conduire alors à 4 dérivés monochlorés. Donc voilà. Donc, on a ici premier type d'hydrogène, deuxième type d'hydrogène, troisième type d'hydrogène et le quatrième type d'hydrogène. Donc le Cl point, donc il va substituer un hydrogène ici, donc il va conduire à ce composé. Ensuite là, il va conduire à ce composé. Troisièmement, il peut substituer un hydrogène là pour donner ce composé là monochloré. Et enfin, il peut substituer un hydrogène ou bien là pour donner le dernier dérivé monochloré. Au total, donc on a 4 dérivés monochlorés. Donc le 1-éthylcyclopropane peut être aussi D ou bien E, hein, parce qu'il conduit donc à 4 dérivés monochlorés. Cas du 1,1-diméthylcyclopropane.
Eh bien, ce composé-là, on a combien d'hydrogènes qui sont équivalents? Alors, ce CH3 ce CH3, ils sont identiques. Ce CH2 et ce CH2-là, ils sont identiques. Donc, lorsqu'on va faire la substitution radicalaire, on va obtenir combien de substituants? Donc là, on a ici un ensemble, et là, on a le deuxième ensemble. Alors là, il n'y a pas d'hydrogène. Hein. Donc là, on a deux types d'hydrogène. Donc tous les hydrogènes du 1,1-diméthylcyclopropane ne sont pas identiques. Donc il y a deux types d'hydrogènes différents. Donc la chloration du 1,1-diméthylcyclopropane va conduire à deux dérivés monochlorés. Donc soit il va substituer un hydrogène là ou bien là, c'est pareil. Donc ça conduit à ce dérivé monochloré. Ou bien il va substituer un hydrogène soit là ou bien soit là pour donner ce dérivé là monochloré. Donc le 1,1-diméthylcyclopropane est le composé B. Alors on termine par le dernier isomère, le dernier donc, composé, c'est le 1,2-diméthylcyclopropane. Alors là, si on veut chercher donc, les hydrogènes qui sont identiques, donc là on a ici CH3 et là ce CH3 donc sont identiques, donc là, voilà la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est là, donc on peut substituer soit un hydrogène là, soit un hydrogène là. Et troisième possibilité, c'est CH2 là, donc troisième possibilité, donc on a soit là, ou bien là. Donc tous les hydrogènes du 1,2-diméthylcyclopropane ne sont pas identiques, donc il y a trois types d'hydrogènes qui sont différents. Donc la chloration radicalaire du 1,2-diméthylcyclopropane donc, va conduire à trois dérivés monochlorés. Donc voilà le 1,2-diméthylcyclopropane. Donc on fait la substitution radicalaire. Donc on obtient soit la substitution là, premier composé, deuxième composé, on substitue un hydrogène là, et troisième composé, on substitue un hydrogène ici. Donc le 1,2-diméthyl, c'est bien le composé C. Très bien. Voilà, donc avec ça, donc, on a terminé donc, le corrigé de l'exercice 3. Et ainsi prend fin dans cette vidéo. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour la suite du corrigé de la série 1. Merci pour votre attention.